Bonsoir, il est 13h45. Si vous nous rejoignez sur la nationale Coloma dans votre émission Dites-moi tout, docteur. Aujourd'hui, nous avons choisi la drépanocytose comme thème. Vous savez, la drépanocytose est une maladie héréditaire, une maladie des globules rouges. Elle est particulièrement fréquente dans les populations originaires d'Afrique subsaharienne. Elle est la première cause génétique dans le monde et touche autant les hommes que les femmes. Le mode de traitement, la transmission et la prise en charge, c'est tout de suite avec notre invité, Dr Dramé Mamadi, ancien attaché des hôpitaux de Paris. Encore une fois, docteur, bonsoir. Bonsoir, Madame Sissoko. Merci encore, docteur, de partager ce dimanche le thème d'aujourd'hui qui est la drépanocytose, mais également la deuxième manche, vous, les téléspectateurs, vous appelleront pour vous poser des questions sur le 620 58 90 73. Je reviens sur le numéro 620 58 90 73, ça s'affichera au bas de l'écran. La première question, c'est tout à l'heure, après le single. Docteur Dramé, bonsoir. Bonsoir, Madame Sissoko. Vous êtes ancien attaché des hôpitaux de Paris et président de l'ONG Drépano Guinée. Vous êtes notre invité de ce dimanche. Alors, dites-nous, que signifie la drépanocytose? C'est un mot, un nom un peu étranger à nous d'habitude, comme Absolument. on en parle là. Et puis, qu'est-ce que c'est que la drépanocytose? Bien, merci encore et merci de me recevoir sur votre plateau ce soir pour parler d'un sujet qui est un sujet normalement d'actualité de par le monde, mais qui est très peu connu chez nous. La drépanocytose, je vais donner deux définitions, une définition médicale, scientifique et une définition sociale qui est à la portée de tout le monde. La définition médicale et scientifique de la drépanocytose, drépano veut dire en grec faucille et cytos, cellule. C'est-à-dire que c'est des cellules en forme de faucille. Et s'agissant de la maladie drépanocytaire, il s'agit d'une maladie des globules rouges du sang qui est une maladie génétique, c'est-à-dire la cellule souche qui donne naissance aux globules rouges et qui vient de la moelle osseuse, il y a à ce niveau qu'il y a problème, une malformation à l'origine et qui entraîne une déformation des globules rouges en forme de faucille et qui fait que tous les signes qui découlent de cette maladie viennent de cette malformation de l'hémoglobine, qui est une protéine contenue dans le globule rouge du sang. Et c'est ce qui va entraîner les différentes manifestations dont nous allons parler et les complications. Alors, elle est génétique, donc comme je disais, c'est dû à un gène, le gène du globule rouge du sang. Elle est héréditaire puisqu'elle est transmise par des parents à l'enfant. Ce n'est pas une maladie virale, ce n'est pas une maladie contagieuse. Un homme n'a pas la drépanocytose, ne contracte pas la drépanocytose de par sa femme. Un frère ne la contracte pas par son frère ou par sa sœur, entre les personnes qui vivent ensemble. Mais c'est une transmission dite verticale, donc ça va de père en fils ou de mère en fils ou en fille. Donc ça c'est la définition de la maladie. Donc c'est génétique et héréditaire et ça touche essentiellement les globules rouges du sang, avec ces manifestations qui sont la douleur, le manque de sang, l'anémie. On a vu tout à l'heure. Docteur, vous avez dit tout à l'heure que c'est une malformation au niveau des globules rouges, si je comprends bien.
Les globules rouges ont une forme déjà initiale. Hein? Alors, la forme normale des globules rouges, c'est une forme arrondie, à deux faces, qu'on appelle biconcave, alors que dans la drépanocytose, le globule rouge prend la forme en faucille, donc, ou en croissant de lune. Donc, voilà, ça donne un caractère au globule rouge qui l'empêche de circuler, qui lui fait perdre sa souplesse et son déplacement, sa déformabilité. Quand il arrive, quand c'est un globule rouge normal, arrivé dans les petits vaisseaux, il se déforme, peut prendre la forme allongée pour s'adapter au calibre des vaisseaux, surtout dans les petits vaisseaux, alors que le globule rouge drépanocytaire, avec cette forme en faucille ou en croissant de lune, le globule rouge est rigide. Il circule mal, arrivé dans les petits vaisseaux, il est coincé là-bas, et à cause de cette... quand il est coincé, d'autres globules rouges qui viennent aussi ne peuvent pas passer, et la conséquence, le travail des globules rouges, c'est d'apporter l'oxygène qu'ils prennent au niveau des poumons et le distribuer à partir du cœur à tous les tissus, toutes les cellules, et ce travail-là est bloqué. Donc les cellules ne reçoivent pas l'oxygène. Et quand les cellules ou les tissus ne reçoivent pas l'oxygène, ils souffrent. Et quand ils souffrent, cette souffrance se traduit par un mauvais fonctionnement de ces organes. Et surtout, donc ce qui crée les douleurs et toutes les autres complications. Je l'ai dit dans mon intro tout à l'heure que cette maladie touche autant les hommes que les femmes. Parlez-nous un peu les facteurs de risque de la maladie. Alors, avant de parler de ces facteurs de risque, je disais que c'est la définition médicale. Il y a une définition sociale de la maladie, pour être plus facile à comprendre. C'est la maladie de l'ignorance. De l'ignorance. Pourquoi c'est la maladie de l'ignorance? Parce que ceux qui portent cette anomalie, surtout, sont des porteurs sains à l'origine. Pour qu'ils donnent naissance à un enfant malade, il faut qu'ils soient des porteurs sains qui s'unissent, hommes et femmes. Il faut qu'il y ait au moins un des parents qui soit porteur de l'anomalie pour que le transmettre à un ou à leurs enfants. Mais quand c'est un seul parent qui est transmetteur, qui porte le gène anormal, il est dit AS, les enfants, ils seront soit porteurs sains comme le parent qui le porte, soit ils ne porteront pas. Mais quand c'est les deux parents qui sont porteurs sains et qui s'ignorent porteurs sains, parce que tant qu'ils ne font pas l'examen qu'on appelle l'électrophorèse, ils ne sauront pas qu'ils portent le gène anormal AS. Et c'est de cette ignorance de portage de l'anomalie qu'arrivent les unions, que l'homme et la femme qui sont porteurs sains s'unissent sans savoir qu'ils sont porteurs et vont donner naissance à un enfant malade SS, à un enfant AS ou à un enfant qui n'a rien. Donc ça c'est dû à l'ignorance de la maladie et ceci par manque d'information et par manque de dépistage. La deuxième définition, c'est la maladie de la douleur. Parce que cette ignorance se traduit par... la maladie se traduit par la douleur. Le premier signe de la maladie, c'est la douleur. Chez l'enfant qui naît drépanocytaire, dans les premières manifestations, c'est des gonflements du dos des mains qui entraînent des douleurs et qui font penser aux parents que l'enfant soit il est tombé ou il a été tiré. C'est la maladie aussi d'inégalité sociale parce que à l'intérieur d'une même famille, un couple de porteurs sains va donner naissance à 3 types d'enfants. Des enfants, un ou des enfants qui n'auront rien, qui seront de type AA, comme ici l'image l'indique. Des parents qui seront, des enfants qui n'auront, qui seront des porteurs sains comme leurs parents, qui seront AS, et un ou des enfants qui seront SS parce qu'ils auront reçu le gène S du père et le gène S de la mère. Alors, c'est des porteurs sains. Voilà, les parents sont des porteurs sains, le père et la mère. Mais parmi ces enfants, il y en a un qui n'a rien, qui est AA parce qu'il a reçu le gène A du père et de la mère. Il y a un autre, voilà, lui, il a reçu le gène S du père et de la mère. Les deux autres sont des porteurs sains aussi, ils sont AS. Donc c'est une inégalité parce qu'aucun de ceux-ci-là n'a choisi d'être porteur sain ou d'être malade. Ni les parents non plus, puisqu'ils ne savent pas. Donc c'est là où se trouve l'inégalité sociale et l'enfant qui est malade, SS, va se poser la question, pourquoi lui, pourquoi pas sa sœur, pourquoi pas son frère?
Donc, Alors, professeur, ça c'est un peu compliqué. Docteur, je ne suis pas professeur. Excusez-moi, docteur Dramé, c'est un peu... vous avez dit c'est l'inégalité. Alors, les parents sont porteurs sains et parmi les 4 enfants, il y a un qui est malade. Oui. Ça, c'est théorique. D'accord. Ça, c'est théorique. Quand il y a, les 2 parents sont porteurs sains, ils peuvent faire autant d'enfants SS, autant d'enfants AS ou AA. Ça, c'est comme une sorte de loterie. Mais chaque parent, pour qu'il y ait un enfant SS, il faut absolument que les 2 parents soient porteurs sains. Qu'ils le reconnaissent, qu'ils ne le reconnaissent pas, qu'ils fassent le test, qu'ils ne fassent pas le test. Ça, c'est la logique implacable de la génétique dans cette maladie. Professeur, pour éviter que les enfants soient porteurs SS, qu'est-ce que vous recommandez aux parents? Par exemple, quel type d'examen ils doivent faire pour éviter soit de se marier, c'est un peu compliqué si on est amoureux, ou de prendre des dispositions? Alors, donc cette maladie, comme je disais, c'est la maladie génétique la plus répandue dans le monde, qui touche mais beaucoup plus particulièrement les populations noires d'Afrique subsaharienne, mais aussi les populations maghrébines, européennes ou asiatiques ne sont pas exemptes. Mais la grande majorité des drépanocytaires se trouvent en Afrique subsaharienne. Donc, maintenant, pour répondre à votre question, pour qu'il n'y ait pas un malade au sein d'une famille, il faudrait, c'est la maladie génétique la plus facile à prévenir. La prévention primaire, pour qu'il n'y ait pas naissance d'un enfant drépanocytaire SS, il ne faut pas qu'il y ait union entre 2 porteurs sains AS-AS ou AS-AC ou AS-bêta ou A-bêta-thalassémie, parce qu'il y a d'autres aussi formes. Mais la forme la plus connue, c'est la forme AS-AS. Donc c'est très facile. Il s'agit de faire le dépistage avant l'union. Si on trouve que les 2 parents, un est AS, l'autre ne l'est pas, est AA, ils peuvent se marier, ils ne vont pas donner naissance à des SS. Mais quand on trouve qu'il y a, les 2 sont AS, ou bien un est AS, l'autre est AC, s'ils se marient, ils vont donner naissance au moins à un enfant qui sera SS ou SC. Le SS et le SC présentent les mêmes manifestations que les SS. Donc, c'est facile à prévenir, difficile à guérir. Oh là là. Alors, je demandais tout à l'heure les facteurs de risque de la maladie. Les facteurs de risque, c'est-à-dire, ça c'est si la maladie est là, qu'est-ce qui peut compliquer la maladie? D'accord. Une fois que la maladie est là, il y a beaucoup de facteurs de risque. Maintenant, c'est plutôt par rapport, on parle des complications, mais pas la maladie. On peut prévenir la maladie, éviter qu'on ait la maladie. Mais une fois que la maladie est là, il faut faire de la prévention secondaire, c'est-à-dire faire en sorte que ne pas exposer l'enfant aux situations qui vont compliquer sa maladie. Ces facteurs, c'est quoi? Il faut éviter les efforts physiques intempestifs. Mais là, ça c'est chez le grand enfant. Parce que l'enfant, le bébé qui naît, ne fournit pas d'effort. Alors lui, il faut le prévenir des infections. Il faut mettre en place tout un protocole de survie et de surveillance. Notamment, il faut mettre un régime de vaccination. Il faut que les vaccinations soient à jour pour le prévenir des infections, parce que toute infection ou toute maladie que va contracter un drépanocytaire SS va compliquer sa maladie, c'est-à-dire va entraîner une diminution de son sang, parce que le sang, le travail, c'est de protéger l'individu, parce qu'en plus du fait que les protéines qui sont contenues dans les globules rouges aident à transporter l'oxygène, mais aussi dans le sang, il y a les globules blancs qui sont des facteurs de défense et d'autres éléments. Alors, dès que l'individu, même normal, est attaqué par une infection, l'organisme va mettre en place et en action ces facteurs, ces soldats qui sont des globules blancs, d'autres organismes, micro-organismes, pour combattre soit la maladie. Donc, il faut prévenir ces infections en vaccinant l'enfant, en le mettant dans des conditions d'hygiène de vie et d'hygiène alimentaire satisfaisantes pour éviter qu'il y ait des complications.
il faut le mettre aussi à l'abri des conditions atmosphériques qui peuvent aggraver sa maladie, c'est-à-dire la grande chaleur qui va entraîner une déshydratation, le grand froid qui peut entraîner aussi une vasoconstriction, empêcher le sang de circuler comme il faut. Ça, c'est entre autres mesures. Donc, ça, si on parle des facteurs de risque, c'est à ce niveau-là. Donc, mettre en place un protocole de suivi et mettre en place des consultations régulières chez le médecin pour d'abord s'assurer que le taux d'hémoglobine, le taux de sang est à un niveau acceptable, s'assurer qu'il n'y a pas d'infection qui court, s'assurer qu'il y a une croissance qui se fait normalement et donner les conseils aux parents pour les mettre déjà devant des situations, les informer des signes qui peuvent apparaître très tôt, notamment savoir reconnaître une anémie par l'examen, par regarder la pâleur au niveau des yeux. Tout à l'heure, voilà. Est-ce que l'on peut reconnaître un porteur SS à vue d'œil? À vue d'œil, on ne peut pas reconnaître un porteur parce que il y a à un moment donné, le drépanocytaire SS n'est pas tout le temps malade. Tout le temps, malheureusement, c'est ce qui fait d'ailleurs que souvent, quand il y a une longue accalmie, il va se considérer comme déjà quelqu'un de sain qui n'a plus rien et qui va s'exposer malheureusement à des situations à risque. Notamment, c'est ce qui arrive chez les jeunes qui, au fil du temps, quand la maladie évolue et qui savent réellement les prévenir, ils font de l'automédication, ils deviennent leur propre médecin, ils vont rarement en consultation et malheureusement ils s'exposent à des comportements à risque, ils font comme leurs camarades qui ne sont pas drépanocytaires et c'est en ce moment que les complications graves surviennent. D'accord. Vous avez parlé donc des complications. Alors, professeur, quels sont Docteur. Oh là là, oh là là, oh là là. Docteur Dramé, excusez-moi, corrigez-moi à chaque fois que le mot professeur arrive, parce qu'il y a beaucoup de professeurs qui sont passés sur ce plateau. Quelles sont les personnes prédisposées? Et parlez-nous un tout petit peu le cas des enfants au moins de 5 ans. Alors, car il semblerait que cette maladie, comme vous l'avez dit, il ne semblerait même pas, cette maladie, elle est très douloureuse. Alors, donc, la maladie, une de ses manifestations, c'est la douleur. C'est ce qui attire l'attention et des parents et du personnel de soins. Douleur à quel niveau? Douleur, le plus souvent douleur osseuse, qui touche tous les os, mais surtout les os longs. Alors, à la différence des douleurs rhumatismales, parce que la maladie se confond malheureusement avec le rhumatisme, qui touche préférentiellement les articulations, les douleurs de la drépanocytose touchent surtout les os longs, mais tous les os aussi, tout le squelette, le bassin, le thorax. Et souvent, quand ça atteint le thorax, ça donne ce qu'on appelle un syndrome thoracique aigu qui est très, très, très grave. Mais ce qu'il y a, comme vous parlez de prédisposition, il n'y a pas de prédisposition. Il faut être, une fois qu'on a des parents porteurs sains, on est prédisposé, les enfants qui vont naître sont prédisposés à être drépanocytaires. Mais maintenant, il faut dire plutôt, selon l'âge, il y a des différences, des caractéristiques cliniques et de sévérité selon l'âge. Donc l'âge le plus fragile, la tranche d'âge la plus fragile, c'est la tranche d'âge entre 0 et 5 ans. Parce que c'est à cette période que l'enfant fait sa croissance et malheureusement, du fait de l'anémie, empêche cette croissance de se faire normalement parce que c'est de l'oxygène, c'est l'oxygène qui nourrit les cellules, qui permettent aux cellules de grandir, de se développer. Et la différence donc entre deux enfants qui naissent en même temps, l'un est drépanocytaire, l'autre ne l'est pas, c'est que le premier qui est drépanocytaire reçoit très peu a un taux d'hémoglobine qui est généralement bas et qui est autour, quand tout va bien, entre 7, 8 grammes, voire 9, alors que le sujet normal, qui n'est pas drépanocytaire, qui est de type AA, a un taux d'hémoglobine qui varie entre 12, 13 jusqu'à 15 grammes. Donc, ceux-ci n'ont pas les mêmes, même quand ils mangent ils ont les mêmes repas, ils ont le même régime. L'un croît plus rapidement que l'autre parce que son taux d'hémoglobine est beaucoup plus élevé que l'autre. Donc ça, c'est déjà un facteur de différenciation entre. Et donc, ça gêne la croissance
Mais maintenant, Dieu merci, les drépanocytaires, grâce quand même à un bon conseil d'hygiène de vie, d'hygiène alimentaire, ce retard de croissance a été quand même réduit et atténué. Et on a beaucoup de drépanocytaires aujourd'hui qui atteignent un niveau de croissance au même titre que les non-drépanocytaires, mais ils sont malheureusement plus difficiles, souffrent beaucoup plus rapidement quand ils veulent faire le même effort que le sujet non-drépanocytaire. Alors, c'est l'handicap, ils ne peuvent pas fournir assez comme genre sport. Voilà. Donc ça c'est important parce que les drépanocytaires, il ne leur est pas interdit de faire du sport, mais leur sport doit être adapté à leur capacité d'effort, à leur tolérance à l'effort. Comme je disais, celui qui a un taux d'hémoglobine très bas, dès qu'il fournit un effort, il se fatigue vite, il est épuisé. Et alors que son camarade, pour le même effort, va se mettre, après l'effort, s'ils font le football ou bien d'autres cours, au moment où l'autre est en train de pleurer, son camarade est en train de dormir et de ronfler. Voilà. Alors, on a parlé des facteurs de risque de la maladie, le mode de transmission, c'est ça. Avec les images, on a vu parents sains et puis parmi les enfants, il y a un qui est malade. Les enfants, les personnes prédisposées. Alors, comment lutte-t-on avec la drépanocytose, docteur? Alors, il y a eu beaucoup d'idées reçues sur cette maladie parce qu'on la connaissait très peu et on la confondait à beaucoup d'autres maladies et qui faisaient que la prise en charge se faisait difficilement et beaucoup de cas de décès survenaient justement dans cette tranche d'âge de 0 à 5 ans et qui faisait penser souvent de certains parents et même de personnels de santé disaient si ton enfant est SS, dis-toi, c'est pas la peine de le mettre à l'école parce que c'est du temps perdu, c'est de l'argent perdu, il va pas vivre plus de 5 ans, plus de 15 ans. On est maintenant, aujourd'hui, cette espérance de vie se prolonge et on a des drépanocytaires qui ont plus de 70 ans, 75 ans. Mais c'est à condition qu'il y ait un suivi régulier, un dépistage précoce, une bonne observance des mesures d'hygiène de vie. Alors, si ce n'est pas le cas, malheureusement, c'est ce qui fait la différence d'ailleurs entre les drépanocytaires vivant en Afrique, notamment en Guinée, et les drépanocytaires vivant en Europe ou en Amérique. Et ceci, tout dépend de la précocité du diagnostic. Quand le diagnostic est posé pratiquement dès la naissance, ou en tout cas dans la première année de naissance, et qu'on met en place un protocole et un programme de suivi régulier qui sera respecté par les parents d'abord, jusqu'à ce que l'enfant, l'adolescent soit autonome et jeune, et par la suite que lui-même il respecte ces mesures d'hygiène de vie, il a toutes les chances d'évoluer, d'avoir une espérance de vie au-delà de 60-70 ans que le sujet. Et là, on en voit aujourd'hui beaucoup, et même en Guinée ici, on a des drépanocytaires aujourd'hui qui ont plus de 40, 45, 50 ans et qui sont mariés, hommes, femmes, qui font des métiers comme médecins, journalistes, etc. Sauf des métiers, de ce qu'il faut éviter. Une vie normale. Ce qu'il faut éviter, c'est qu'un drépanocytaire choisisse un métier qui va demander des efforts physiques intenses, comme un sportif, comme dans des métiers qui demandent beaucoup un ingénieur des ponts et chaussées ou du génie rural qui est sur le chantier. Ça, c'est des métiers quand même qui à risque pour un drépanocytaire. Voilà. Docteur Dramé, chacun de nous hérite un mélange de gènes du père et de la maman qui détermine notre identité génétique. Parlez-nous un peu de la prise en charge dans votre structure ou dans les centres hospitaliers. Bien. La prise en charge de la drépanocytose rencontre d'énormes difficultés aujourd'hui en Guinée, puisque la maladie, bien étant une maladie génétique la plus répandue du monde, n'est pas une maladie encore qui est prise en charge par l'État guinéen, par le département de la santé. Donc les drépanocytaires vivent avec les conditions, les possibilités que les familles ont et ils sont pris en charge par le personnel médical et personnel de santé ou par des tradipraticiens en fonction des opportunités des uns et des autres. Alors, c'est vu cette lacune
au niveau quand même de la prise en charge globale par l'État, qui devrait normalement être, ça devrait être le cas comme dans d'autres pays, puisque nous n'avons pas encore un centre de référence de la drépanocytose, nous n'avons pas un programme national de lutte contre la drépanocytose, nous n'avons pas de service public de référence, ni de laboratoire de référence de prise en charge de la drépanocytose. Nous avons des laboratoires privés qui peuvent faire le diagnostic de la drépanocytose. Nous avons des services dans les médecines, pédiatrie, où des personnels s'occupent de la drépanocytose, mais ça devrait être un programme comme le programme de PALU, comme le programme de la tuberculose, comme le programme de VIH-Sida. Ce n'est pas le cas pour le moment. Mais qu'à cela ne tienne, nous ne devons pas baisser les bras. C'est ainsi que notre ONG, depuis qu'elle a été agréée en 2008, fait de son mieux pour accueillir les malades et les familles, pour les informer de cette maladie, pour organiser des séances d'information, de sensibilisation, d'aller vers les journalistes, aussi bien de la radio que de la télévision, pour organiser des émissions d'information, de sensibilisation et d'accueillir tous les jours des drépanocytaires en situation de crise, comme ça a été le cas ce dimanche-là. Avant de venir sur votre plateau, j'ai reçu un jeune drépanocytaire que j'ai référé dans une structure publique qui doit être transfusé parce qu'il est venu très anémié. Donc, d'ici là, je vais chercher à m'inquiéter de son état, même quand j'étais dans l'attente. Donc, c'est un problème de quotidien. Vous rencontrez donc de sérieux problèmes tous les jours à cette prise en charge. Voilà, alors, parce que notre structure... Vos patients, par exemple, souffrent parfois de problèmes d'anémie. Absolument. Alors, comment vous travaillez votre structure avec les centres CHU? Nous sommes une ONG médicale qui fait de la médecine ambulatoire. Nous ne sommes pas équipés des structures, de l'infrastructure qui permettent d'assurer tous les soins, la chaîne des soins que doit bénéficier un drépanocytaire. Nous n'avons pas de structure de laboratoire pour faire le dépistage, et n'avons pas de structure d'hospitalisation. Nous faisons, quand nous recevons un malade en crise, comme c'est le cas de ce jeune-là ce matin, nous avons un test de dépistage, un test d'examen rapide du taux d'hémoglobine. Quand nous voyons les signes d'anémie clinique, alors nous avons un hémoglobinomètre qui nous permet tout de suite de savoir quel est son taux et comparer, associé aux signes cliniques, de voir qu'il y a un signe de gravité qui doit nous amener à le référer d'urgence vers une structure hospitalière où il y a les conditions sont là pour l'hospitaliser, pour recevoir du sang. Alors, donc, mais c'est là où le problème se pose à notre niveau avec les structures hospitalières, parce qu'il y a des problèmes de référence et de contre-référence. Et je souhaiterais que mes collaborateurs qui m'écoutent et qui me voient aujourd'hui sur ce plateau sachent que je suis un médecin qui est disposé à collaborer avec tout le monde, parce qu'il y va de l'intérêt des malades, mais il y va aussi même de la notoriété des médecins, des personnels de santé, pour assurer une bonne qualité de soins. C'est une chaîne. Une structure comme la nôtre est limitée dans ses actions, dans ses services. Arrivé à un moment, il doit référer ce que nous faisons. J'ai référé ce jeune-là avec une lettre de référence en notant les signes de gravité, en notant son taux d'hémoglobine, en notant le traitement qu'il a reçu avant. Donc, il est devoir du médecin qui le reçoit de prendre contact avec nous et de voir comment on peut gérer au mieux dans l'intérêt du malade. Et ça, c'est ce que j'ai toujours fait, que ce soit ici, et ça relève de la médecine en général, que ce soit ici en France où j'ai travaillé, il y a toujours cette collaboration. L'hôpital a besoin de la médecine de ville, la médecine de ville a besoin de l'hôpital. Tout à fait. Il faut de l'humilité de la part des médecins, de travailler en complémentarité, en synergie, pour le bien des malades. Donc, sauver des vies, c'est pour dans l'intérêt des Guinéens. Absolument. Alors, le numéro s'affiche maintenant au bas de l'écran.
Mais professeur, moi j'aurais voulu demander, vous poser cette question, à quel moment, parce que cette maladie aussi a besoin des interventions ou de l'intervention chirurgicale, à quel moment cette intervention, on peut estimer qu'un drépanocytaire a besoin de se d'intervention chirurgicale ou de faire une intervention chirurgicale. Alors, comme la maladie est une maladie qui prend une allure chronique, quand on l'a pour la vie, à moins de bénéficier d'un traitement curatif, qui est la greffe de moelle osseuse, mais qui est réservé à des structures qui n'existent pas chez nous, parce que pour faire une greffe de moelle osseuse, il faut tout un plateau technique et du personnel bien spécialisé par rapport à ça. Ce plateau technique existe en Guinée? Absolument pas, même pas en Afrique. Peut-être en Afrique du Sud. Pour faire une greffe de moelle osseuse, c'est très compliqué, c'est très sophistiqué. Par contre, il y a des complications de la drépanocytose qu'on peut traiter. Il y a les complications chirurgicales les plus fréquentes, c'est l'atteinte de l'infection des os, qu'on appelle l'osteomyélite. Là, ce traitement peut se faire dans n'importe quelle structure chirurgicale orthopédique. Il y a ce qui est le plus difficile à faire, c'est quand il y a la destruction de la tête de l'os du fémur, donc de la cuisse, qui se ronge au fil du temps et qu'il faut remplacer. Mais il faut attendre que l'enfant drépanocytaire ait fini sa croissance pour pouvoir remplacer cette tête-là. Avant, on peut si on ne fait pas cette prothèse, il y a des techniques que les chirurgiens orthopédistes font pour maintenir, pour conserver la tête. Mais au-delà d'un certain temps, un délai, il faut absolument, ça trouve que la tête est détruite complètement selon les cas, et il faut remplacer cette tête par un matériel orthopédique, un appareillage, qu'on appelle la prothèse de hanche. Et là, ça se fait aussi dans des structures où il y a un plateau technique adapté. On n'est pas encore... Il y a eu des interventions qui ont été faites sur notre demande avec l'appui financier et technique d'une ONG de la place et qui nous a permis, avec des chirurgiens, il y a une clinique de la place, je vais nommer la clinique Ambroise Paré, où on a opéré des chirurgiens avec un association guinéen et sénégalais ont opéré 4 drépanocytaires. Est-ce qu'aujourd'hui, avant de prendre cet appel, est-ce qu'aujourd'hui vous avez des malades en attente pour des cas d'intervention? Bien sûr, il y a beaucoup de malades qui attendent, qui sont dans ces situations-là, mais comme vous savez, c'est une ONG franco-guinéenne qui a pris l'initiative d'aider ces malades, mais d'aider ces malades avec des moyens que eux-mêmes seuls ne peuvent pas faire. Donc ils ont organisé un gala et ils ont fait appel à des mécènes pour avoir de l'argent, pour acheter du matériel, pour payer le personnel, l'équipe médicale. Et pour Docteur Krem, on va prendre ce premier appel. Oui. Allô? Allô, oui, bonsoir. Oui, vous allez bien? Oui, ça va, merci. Comment vous appelez, monsieur? D'où vous appelez? C'est Ousmane Falli, je vous appelle de Sangoya. Sangoya, nous vous écoutons, monsieur Mfali. Le téléphone est... C'est parti. Alors, nous allons continuer à poser la question. On parlait avant notre prochain appel. D'intervention, voilà. Est-ce qu'il y a des malades qui sont en attente? Il y a beaucoup de malades en attente, je disais, parce que mais malheureusement, cette ONG, il faut qu'elle ait l'argent pour pouvoir faire face. Il faut que l'ONG ait l'argent pour faire face à ces interventions. Et il faut que le personnel, le plateau technique soit aussi bien équipé pour opérer ce type ces malades-là. Donc ce n'est pas quelque chose qui sera continu. Ça doit relever de l'autorité et de l'État de mettre les moyens à la disposition des chirurgiens orthopédistes de chez nous, si on veut que ce type d'intervention se fasse de façon pérenne. Voilà, pérenne, oui. Donc, mais il faut mettre en place des moyens. Donc ça, c'est une action ponctuelle.
Donc je ne peux pas dire quand Docteur, est-ce aura lieu la prochaine la campagne, prochaine édition. Hein? édition D'accord. d'intervention. Alors, docteur Dramé, vous avez parlé, mais de façon très brève, comment prévenir la maladie. Est-ce que vous pouvez revenir dessus? Comment prévenir Alors, la donc, drépanocytose? Comment prévenir? Il y a la prévention primaire et la prévention secondaire. La prévention primaire, c'est comment faire en sorte qu'il n'y ait pas d'enfants drépanocytaires malades au sein d'une famille. Ce n'est pas compliqué. Il faut faire avant que deux personnes se marient, il faut qu'ils fassent le test de dépistage. S'ils sont porteurs sains, il faut les conseiller d'éviter le mariage, sinon ils vont donner naissance à un enfant ou à des enfants malades. D'accord. Une fois qu'ils ont compris cela, malgré l'amour qu'ils ont l'un pour l'autre, ils vont dire, bon, au lieu de mettre en danger la vie d'enfants que nous aurons du mal à supporter, qui va même être à l'origine de créer un conflit conjugal, voire au divorce. Donc il vaut mieux prendre les devants, éviter cette union. Ça, c'est la prévention primaire. Donc, et ça permettra de diminuer le nombre de malades au sein de la population. Mais ça, c'est le rôle régalien de l'État, de mettre en place les moyens, de donner les moyens aux structures de santé, de former le personnel, à la fois cliniciens et biologistes, de mettre des machines qui peuvent permettre de faire le dépistage partout dans le pays pour que ne naissent pas d'enfants malades drépanocytaires, donc pour éviter l'union des porteurs sains. Et là, on va buter contre ce qu'on appelle un tabou ou autre, qui est surtout de mariage consanguin. Et là, je vais tout de suite dire que le mariage consanguin n'est pas mis en cause. On peut faire le mariage consanguin entre deux jeunes cousins, cousines, mais pour peu qu'ils fassent le test de dépistage et qu'on trouve qu'ils ne sont pas porteurs sains de la maladie. S'ils ne sont pas porteurs sains ou il n'y a qu'un porteur sain, ils peuvent se marier. Si je comprends, Parce que avant que les cousins se marient, d'abord il faut faire un examen préinitial qui met dans le cadre, l'examen préinitial doit comporter le test de dépistage. Mais ça ne veut pas dire que c'est seulement dans les mariages consanguins qu'il y a le risque. Le risque est partout. Un Guinéen peut se marier à un Sud-Africain ou une Sud-Africaine, à une Américaine noire, à un Soussou peut se marier à un Peul, et ainsi de suite. Ce n'est pas que ça. Puisque c'est la maladie génétique de la race noire, partout où vous pouvez rencontrer une personne de votre race, même une antillaise, il peut avoir naissance de drépanocytaire. Donc le plus simple, c'est de faire le test de dépistage. D'accord. Le plus simple, c'est de faire le test. Le plus simple, c'est faire le test de dépistage. D'accord. Voilà. Alors, nous allons prendre cet appel. Allô, oui? Allô, c'est Ali Savané. Ali Savané, hein? Voilà. Où vous nous appelez, monsieur Savané? Matoto, Africa. Nous vous écoutons. Je suis le drépanocytaire. Vous êtes drépanocytaire? Oui. Vous voulez poser une question? Oui. Allez-y. Oui, mais c'est compte tenu de ma maladie, quoi. Allez-y. Qu'est-ce que vous voulez poser comme question? La drépanocytose. Posez votre question, monsieur Savané. Chaque fois, ça me dérange, quoi, au niveau du priapisme. Bien. Alors, j'ai bien compris votre question, monsieur Savané. Et il est dérangé par une des complications de la maladie dont on n'a pas parlé, qu'on appelle le priapisme. Le priapisme, c'est quoi? C'est une érection prolongée, douloureuse, spontanée, qui n'est pas due à l'effet d'une excitation sexuelle, due à un rapport. Mais c'est spontané. Ça fait partie des complications de la drépanocytose. C'est que les globules rouges drépanocytaires sont coincés dans les tuyaux du sang de la verge, du pénis. Et quand ils arrivent là, le plus souvent ça arrive la nuit et lors du sommeil, et le malade se voit en érection
Mais normalement, l'érection chute dans le cas normal, le sujet normal qui n'est pas drépanocytaire. Mais chez le drépanocytaire, cette érection peut se prolonger parce que le retour du sang dans son lit vers les vaisseaux ne se fait pas. Donc le sang est bloqué là. Et ça entraîne une érection très rigide, très douloureuse. Donc si on n'intervient pas, cette douleur va se prolonger et les globules rouges qui sont là vont former des caillots et devenir comme une sorte de cordon, une corde dure, et finalement il n'y a plus de passage de sang. Donc, mais il y a un traitement très rapide, un médicament qui est très rapide qu'on appelle éthyléphrine, et dès qu'on injecte ce produit, ça chute. Si M. Savané, il a dit son nom, hein, oui. S'il nous écoute, alors après cette émission, il n'a qu'à prendre contact avec la régie pour que nous puissions lui communiquer votre numéro afin de vous rencontrer et pouvoir suivre un traitement. Je connais bien M. Savané, est un de nos patients. D'accord. Donc il est suivi chez nous. Cet autre appel. Allô? Allô? Ok. Qui nous appelle et où vous nous appelez? C'est Chérif Abakar. Chérif Abakar, nous vous écoutons. Docteur? Allez-y. Je vous écoute, monsieur Chérif. Pourquoi dit-on que le drépanocytaire meurt toujours à un âge impair? Oh là, c'est ce qui traumatise tout le monde. Un âge Impair. Alors ça, c'est des idées reçues, monsieur Chérif. Un drépanocytaire peut mourir à n'importe quel âge comme un sujet normal. Et aujourd'hui, un drépanocytaire vit aussi longtemps qu'un sujet normal, mais à condition qu'il ait un suivi régulier, qu'il observe les prescriptions du médecin, qu'il observe les mesures d'hygiène de vie, et il a toutes les chances de vivre normalement comme un sujet normal. Ça, c'était des idées reçues. Allô? Le dernier appel, hein? Allô? Allô? Bonsoir, monsieur. Allô? Allô, oui, bonsoir, monsieur. Bonsoir. Oui. Comment vous appelez? D'où vous nous appelez? Je m'appelle Mohamed Kamara de Kindia. D'accord, allez-y, monsieur Kamara. On vous écoute, monsieur Kamara. C'est parti, peut-être qu'il va nous rappeler, mais je pense que c'était le dernier appel, le temps qui nous est imparti. C'est déjà la fin de cette émission. On va prendre ce dernier appel. Allô? Allô, oui. Bonsoir, madame. Bonsoir. Où vous nous appelez? Comment vous vous appelez? Je m'appelle Saran. Allez-y, monsieur. Madame. Madame Sarah. Merci. Vous avez dit? Oui. Donc, je voulais juste demander au docteur si c'est possible. Si c'est possible. Allô? Oui, on vous écoute, madame. Ok. Docteur, je disais... Allez-y, nous vous écoutons. Ok. Je disais, par exemple, il y a deux femmes, la femme est avec sa coépouse. Oui. La coépouse est drépanocytaire. Oui. Maintenant, est-ce que par malchance, l'autre aussi peut attraper ou bien si ce n'est pas contagieux? Bien, merci pour votre question. La drépanocytose n'est pas du tout une maladie contagieuse. Votre coépouse ne peut pas vous transmettre la drépanocytose. Par le biais du mari, peut-être? Oui, oui, c'est pas contagieux, c'est pas une maladie contagieuse. C'est pas comme une maladie sexuellement transmissible. C'est pas une maladie sexuellement transmissible. C'est pas contagieux, c'est génétique. Quand on est drépanocytaire, mais une femme ne peut la transmettre qu'à son enfant, mais pas à l'enfant, par exemple, de sa coépouse. Voilà. D'accord. Alors, madame, ne vous inquiétez pas. Alors, c'est pas contagieux du tout. C'est pas contagieux. Il a dit en début d'émission, docteur Drami Mamadi, ancien attaché des hôpitaux de Paris, était notre invité de ce dimanche et notre thème, c'était la drépanocytose. J'espère que vous qui nous suivez, vous avez certainement été servis. Et merci d'être venu de répondre à nos questions et celles des téléspectateurs. Merci à toute l'équipe technique qui m'accompagne pour la réalisation
de cette émission. Je vous retrouve la semaine prochaine, mais nous nous quittons toujours avec une note de santé. Selon l'OMS, Organisation mondiale de la santé, environ 5% de la population mondiale sont porteurs sains d'un gène drépanocytaire et chaque année, plus de 500 000 enfants, 500 000 bébés naissent avec la drépanocytose, dont 60 à 80% meurent avant l'âge de 5 ans. C'est sur ces mots que nous vous disons au revoir. On se retrouve la semaine prochaine si le propriétaire des jours à venir le veut bien. Au revoir et à très bientôt.